À travers les ciels de la ville province de Kinshasa, il fait exactement 27 degrés Celsius avec un faible risque de précipitation demain à travers la capitale. C'est le temps qui fait exactement ici à Kinshasa d'où nous émettons. Mesdames et messieurs, c'est le go top départ de cette grande édition dominicale de ce dimanche 4 juillet 2021. Mais bien avant, prenons les grands titres. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre de la RDC, a reçu le samedi 3 juillet 2021 dans son cabinet de travail Madame Annie Chebeya, veuve du feu Floribert Chebeya. Au menu de leur entretien, la possibilité de la reprise de la réouverture des procès pour les deux familles Chebeya et Bazana. Justement, nous allons prendre immédiatement l'actualité immédiate depuis Kinshasa, capitale de la RDC. Voilà, à Kinshasa, l'actualité reste dominée par cette audience qu'a accordé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre de la RDC, à la veuve Annie Chebeya, la veuve du feu, directeur exécutif de l'ONG La Voix des Sans-Voix, Floribert Chebeya, assassiné à Kinshasa en juin 2010. La veuve Annie Chebeya était accompagnée de Joseph Godé Kayembe de la LISADEL, la Ligue Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, ainsi que de Paul Sampou, vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a échangé ce samedi 3 juillet à la primature avec Madame Annie Chebeya, veuve de feu Floribert Chebeya, qui était accompagnée du président de la LISADEL, Ligue de la Zone Afrique de défense des droits des enfants et élèves, M. Joseph Godé Kayembe, et de Paul Sampou, vice-président de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, et président de la Ligue des électeurs. Ces hôtes ont apprécié l'essence de l'écoute du chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation face à ce dossier judiciaire. Nous sommes venus voir le Premier ministre d'abord pour le féliciter pour sa nomination, aussi le remercier pour l'attention particulière qu'il a manifestée à pouvoir recevoir Madame Chebeya. Ce n'est pas facile dans ce pays de voir le Premier ministre réserver de son temps pour recevoir les personnes vulnérables. Et c'est pour la première fois que nous avons demandé l'audience et nous l'avons obtenue pour que Madame puisse lui présenter sa situation sociale qu'elle traverse avec les enfants orphelins, abandonnés, et la situation aussi de l'évolution du dossier judiciaire de son mari qui est apparemment bloqué. Et pourtant, il faut que ce dossier se débloque pour que l'État congolais indemnise les enfants et la famille afin de permettre à ces familles de vivre. Et nous avons trouvé que du côté de l'autorité, il y avait un sentiment d'accompagnement, un sentiment d'une personne réceptive. Devant les micros de la presse, la veuve Annie Chebeya a imploré la justice de faire son travail par la réouverture des procès pour les deux familles, Chebeya et Bazana, au niveau des instances judiciaires. Le Premier ministre, c'est une personne que j'ai trouvée sereine, attentionnée et qui est à l'écoute de tout le monde. Je lui ai présenté ma situation et notre vœu, donc la famille, les deux familles, Bazana Fidèle et Chebeya Floribert, et surtout au niveau du dossier pour la réouverture du procès. Parce que pour nous, il y a des assassins qui ont fait des révélations, mais jusque-là, on voit que tout est bloqué. Au lieu que le procès commence, on nous prend encore beaucoup de temps et surtout que nous continuons à souffrir. Et nous sommes toujours en deuil parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Même si ces gens-là sont en train de dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais nous, les familles, nous voulons connaître exactement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, responsable de l'ONG de défense des droits de l'homme, Floribert Chebeya avait été assassiné le 2 juin 2010 à Kinshasa avec son chauffeur Fidel Bazana.
De la capitale, prenons l'envol direction de la partie ouest de la RDC, Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. On va prendre la main de notre local de l'étape, José Mazao Soukouma, qui nous informe que le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, est visé par une motion de défiance. La dite motion a été déposée à la table de l'Assemblée provinciale par l'élu de Bassankoussou, Jean-Pierre Iloko. Détail dans ces reportages. Ouverture ce samedi 3 juillet 2021 à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de l'Équateur de la session extraordinaire ne dépassant pas un mois. À l'ordre du jour, l'appellation des litiges parlementaires de la session du mois de mars est passée. Il s'agit de l'examen et adoption de l'édit sur le péage dans les différents ports fluviaux et sur l'environnement. Édit introduit par le gouvernement provincial de l'Équateur. La courte cérémonie était présidée par le président de cette première institution de l'Équateur, l'honorable Claude Boukalompulo, qui dans son discours a rappelé les points qui ont suscité l'ouverture de cette session extraordinaire. Autre point à signaler, l'honorable Jean-Pierre Iloko, élu de Bassankoussou, a introduit une motion contre le gouverneur de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo. Il devra justifier des fonds estimés à plusieurs milliards de dollars en sa charge, mauvaise gestion de la res publica et l'incompétence. Cette motion était reçue par le bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, dont accusé de réception était établi et signé par le secrétaire du cabinet adjoint du bureau. Et aussi, le bureau avait pris soin de la déposer le soir même chez le gouverneur des provinces. L'honorable Jean-Pierre Iloko, l'auteur de la motion, s'est dit confiant à la réussite de cette dernière. Justement, on reste en Bandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. On garde la main de notre local de l'étape, José Mazao Soukouma, qui nous informe cette fois-ci, rien ne va plus entre le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu et la société civile de l'espace Équateur. Plus de détails dans ces reportages. Les violons ne s'accordaient pas entre le gouverneur de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, et la société civile province de l'Équateur conduite par l'ingénieur Fabien Mungunza Mangumbe. Ces deux parties s'accusent mutuellement. D'un côté, le gouverneur accuse la société civile de l'Équateur de chercher sa déstabilisation. De l'autre, la société civile accuse le gouverneur d'affaiblir et de museler cette institution citoyenne pour couvrir sa mauvaise gestion et incompétence. L'ingénieur Fabien Mungunza et son premier vice, le chef de travaux Barnabé Bongambo Mwakatita, ont pris toutes les instances en témoin pour alerter qu'ils sont en danger et qu'ils sont sous la menace de mort proférée par le gouverneur parce qu'ils sont contre sa gestion chaotique. La lecture de cette alerte faite par l'ingénieur Fabien Mungunza en français est traduite en lingala par le chef de travaux Barnabé Bongambo. Nous portons à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que le président et le premier vice-président du cadre de concertation provinciale de la société civile de l'Équateur, M. Fabien Mungunza et M. Barnabé Dieu merci Bongambo Mwakatita, sont fortement insécurisés par M. le gouverneur Boloko Bolumbu, alias Bobo, qui a tout pris en veut à leur tête. Alors que le cadre de concertation provinciale de la société civile de l'Équateur s'est résolument engagé à s'opposer à la mauvaise gouvernance et à la corruption qui gangrène la province, M. le gouverneur Boloko Bolumbu, comme pour chercher à affaiblir le contrôle citoyen des actions publiques amorcées souvent par les cadres, a développé et développe une haine on ne peut plus viscérale et une attitude nocive à l'endroit des individus Mungunza et Bongambo qu'il redoute incorruptible et barrière à ses intentions et pratiques de gouvernance malveillantes. Voilà, retour ici à Kinshasa. Maturenda et Lamboshi nous signale qu'en art martial, la Ligue de karaté de Kinshasa a clôturé tout à l'heure son championnat local. Les cadres choisis étaient le lycée Tiniwene. Là, nous sommes au niveau de la 4e rue dans la commune délimitée. Détail dans ces reportages. Plus de 20 clubs venus des 5 attentes de la Ligue de karaté de Kinshasa ont pris part ce dimanche 4 juillet au championnat provincial qui s'est déroulé à l'école Intiniweni. Nous sommes bel et bien dans la commune de Lumete, au cœur de la ville de Kinshasa. Battu en finale, Francis Pandemoya,
qui fait partie de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, n'est pas du tout d'accord de sa défaite. Le regret, c'est vrai, je ne peux pas accuser l'arbitrage. Mais bon, on a vraiment du chemin à faire dans ces domaines. Mais bon, je ne regrette pas, c'est une défaite qui vient mettre fin à une série de 16 victoires consécutives, donc 16 années consécutives. Mais bon, j'espère avoir donné les meilleurs de moi-même, bien que je ressors de soucis physiques. Mais bon, ce n'est pas ça la raison. On ne va pas nier les efforts de l'adversaire. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est d'encourager et puis se projeter pour l'avenir. Ces championnats provinciaux étaient un véritable événement pour certains athlètes qui ont montré leur capacité, a déclaré le président de cette instance, Chrisa Ikwazongo, a salué par ailleurs l'engagement de ces sociétés dans cette compétition. Je suis très content parce que avoir déjà le niveau technique et le niveau d'arbitre, je suis très content de voir que les ententes ont bien travaillé. Ils ont vraiment remonté les niveaux de leurs athlètes et des arbitres. Nous avons donné plusieurs séminaires et aujourd'hui, quand je vois les juniors prester, je suis en train de voir déjà qu'il y a une bonne relève qui se prépare et les seniors également qui ne veulent pas lâcher. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Seuls les champions de chaque catégorie, espoir junior et senior, en comité ECATA, sont qualifiés pour les championnats nationaux prévus dans quelques jours à Bukavu. Il est vrai que c'est très serré avec le championnat de la Ligue et le voyage qui doit avoir lieu déjà d'ici 2 jours pour qu'on envoie les athlètes qui doivent passer la pesée. Mais nous sommes en train de travailler sur ça. Si nous ne réussissons pas à envoyer 10, envoyons quand même 5 et nous allons y arriver. Justement, nous allons faire un clin d'œil en actualité internationale, les faits marquants de l'actualité internationale dans ces condensés. Une cyberattaque de grande ampleur en Suède. Une entreprise informatique américaine qui gère les caisses de milliers de magasins dans le pays a été attaquée par un ransomware, un logiciel qui bloque les accès et demande une rançon. Première conséquence directe, une grande chaîne de supermarchés, Coop, a dû fermer ce samedi près de 800 magasins, ces caisses étant paralysées par l'attaque. C'est une situation extraordinaire qui ne devrait pas arriver. Nous devons réfléchir de façon rigoureuse à comment éviter ça à l'avenir. Certains experts affirment que jusqu'à 1000 entreprises en Suède ont pu être touchées par cette attaque ransomware dont le but est clairement d'extorquer des fonds. Les regards se tournent vers la Russie, d'où partent régulièrement les attaques informatiques. Le président américain a ordonné ce samedi une enquête et dit ne pas être encore sûr qu'il ne s'agit pas du gouvernement russe. Voilà, comme l'indique ces panneaux, l'actualité en rétrospective de la semaine a été dominée par la célébration des 61 d'anniversaire à la section de la Société nationale internationale de la République démocratique du Congo, ici à la rédaction. Sylvie Marie Fortuné Mboula est revenue sur les rappels historiques de cette grande date politico-historique en République démocratique du Congo, ponctuée par les discours des rois des Belges Baudouin Ier et le Premier ministre Lumumba, ainsi que le président Joseph Kasavubu. Jeudi 30 juin 1960, le Congo accède à son indépendance. Pour ce faire, le roi de Belge Baudouin arrive dans la capitale congolaise pour se défaire d'un grand pays considéré pour la famille royale belge comme sa propriété privée. Ces jours-là, Baudouin, le roi de Belge, était le premier à prendre la parole. Son discours est plutôt paternaliste. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Très vite, le discours du roi Baudouin sera contredit par celui de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Ni les Congolais, du de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une lutte indispensable
pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ça sera donc sur cette déclaration composée de 3 phrases et 21 mots seulement que l'indépendance du Congo sera actée devant le roi de Belge, le président Kasavubu et plusieurs autres invités au Palais de la Nation. Indépendance, Comme on pouvait s'y attendre, le discours non prévu de Patrice Emery Lumumba avait provoqué la déception chez les colons. Du retour au royaume, le premier ministre belge Gaston Esquins avait exprimé son mécontentement. Il ne faut pas se dissimuler que ce discours a provoqué une très large déception et que du côté des Belges, on a écouté ce discours avec beaucoup de peine. Et je crois aussi que sur les représentants des pays étrangers, et ils furent nombreux, si je ne m'abuse, une 60aine de pays représentés par des ambassadeurs spéciaux, ce discours a produit un effet décevant. Quoi que l'on puisse dire, le Congo est indépendant. Et cette indépendance a été acquise au prix de sacrifices, car Patrice Emery Lumumba, Maurice Polo, Joseph Okito et les autres sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Le 30 juin et restera cette fierté nationale au regard de la lutte menée par les pionniers. Voilà, cette semaine qui s'achève aura été aussi dominée par les discours solennels du chef de l'État à l'occasion des 61 ans d'âge, l'excession de la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo. Depuis Goma, mission humanitaire où se trouve, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé solennellement un discours via la radio-télévision nationale congolaise. On prend un extrait de ces discours. Comme vous le savez, notre pays fait face à une résurgence surprenante de la maladie à coronavirus, une 3e vague de contamination qui nous a poussé à prendre, il y a de cela 2 semaines, des décisions difficiles et de renforcer les mesures restrictives pour ralentir, à défaut d'endiguer, la propagation du virus au sein de nos populations. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tous l'observance et le respect strict des mesures barrières et de la discipline qu'il nous revient à chacun d'adopter afin de se prémunir contre cette maladie. Outre la pandémie de Covid-19, les impératifs sécuritaires caractérisés notamment par l'insécurité récurrente observée dans la partie est de notre territoire national où sévissent depuis plus d'une vingtaine d'années des forces négatives et terroristes qui sèment la terreur, la mort et la désolation, nous conduisent également à faire preuve de tempérance en ce jour glorieux du 30 juin. En ce jour de fête et de souvenir, je saisis cette occasion pour réaffirmer notre soutien total à nos vaillantes forces armées ainsi qu'à nos services de sécurité qui, dans le cadre de la restauration de l'ordre et de la paix, mènent des opérations de grande envergure pour la pacification totale et définitive de cette partie du territoire national où j'ai moi-même érigé ces derniers jours mon quartier général. Comme si cela ne suffisait pas, l'éruption inattendue du volcan Nyiragongo, véritable tragédie, est venue s'ajouter aux malheurs déjà existants, jetant sur les routes des centaines de milliers de nos compatriotes qui échappaient aux laves. Au regard de cette suite d'événements malheureux que je viens d'énumérer, je tiens à exprimer en votre nom à tous mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées, aussi bien par le fait de la pandémie, par l'insécurité persistante observée dans la partie est de notre République, que par cette catastrophe naturelle. Voilà, mission humanitaire à l'est de la RDC, plus exactement Goma, chef de la République du Nord Kivu, le chef de l'État, commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une interview exclusive à Françoise Aboué, la journaliste de la RTNC, à Christian Lusakono, DG de la radio Top Congo FM, émettant depuis Kinshasa. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur plusieurs sujets, notamment l'état des sièges instaurés en Ituri et au Nord Kivu, les relations entre le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo, le cas de son ancien
l'ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe, Loi Kaningini Kingi. On suit ces commentaires signés par Sylvie Fortuné Boulangoma, Polydor Patrick Ngazan. Il aura tenu une de ses promesses électorales, celle de s'installer dans la partie est du pays, secouée par l'insécurité causée par différents groupes armés. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a, à cette occasion, visité plusieurs territoires des provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que la province de l'Ituri, en état de siège. Au terme de son séjour, le chef de l'État a, au cours de l'entretien avec la presse, passé en revue les sujets d'actualité, dont la sécurité, la Covid-19, la gratuité de l'enseignement, la corruption et autres. À propos du vaccin AstraZeneca, le chef de l'État reste méfiant. La seule chose qui m'a intéressé, c'était de savoir est-ce que c'est dangereux pour la consommation de nos compatriotes. Comme je n'ai pas vu le caractère dangereux, on a laissé faire. Mais moi-même, je n'en étais pas convaincu. Aujourd'hui, il y a d'autres vaccins beaucoup plus efficaces, en tout cas ils l'ont démontré, et qui vont arriver à la mi-juillet, en tout cas au courant de ce mois. Et là, je l'ai dit, vous verrez, je me présenterai, je me ferai vacciner, il n'y a pas de problème. Les problèmes du Congo sont énormes. Félix Tshisekedi tente de les résoudre l'un après l'autre. La gratuité de l'enseignement, par exemple, a connu un succès, mais bloqué à un moment. Qu'en est-il de la décision prise par le gouvernement en ce qui concerne la réduction des prix des vivres frais? La FEC est réticente. Bon, il se passe que c'est une lutte d'intérêt. Ils n'ont pas été consultés. Ce n'est pas vrai. Le ministre de l'économie, que j'apprécie d'ailleurs dans ses efforts et que je soutiens totalement, a adressé à plusieurs reprises des invitations à ces opérateurs économiques qui parfois les ont ignorés ou des fois envoyé des personnes qui ne pouvaient pas, des représentants qui ne pouvaient pas prendre de décision. Le ministre s'est retrouvé à un moment donné coincé. Il devait prendre une solution, une décision. Et je crois qu'il a bien fait de prendre cette décision parce que ça a fait réagir la FEC. Et donc ça l'oblige maintenant à venir à table et à discuter. Et c'est ce que j'encourage moi. Il faut discuter. D'habitude, le chef accorde la grâce présidentielle à l'occasion de la fête nationale. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État sera-t-il concerné? Kamerhe, c'est mon frère. Je suis totalement désolé de ce qui lui arrive. Je continue à croire que Vital Kamerhe est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. La méchanceté a détruit ce pays. Il faut barrer la route à la corruption. La corruption continue d'exister dans la justice. Et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement, on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le président de la République ne connaît pas son salaire. Il plaide aussi pour la réduction du train de vie des institutions. Très sincèrement, avec mon cœur, oui, Monsieur le Président, je ne connais pas mon salaire. Je vous le dis très sincèrement. Je suis incapable de vous dire combien je touche. Parce que ça ne m'intéresse pas. En ce qui concerne la suite de son mandat, Félix Tshisekedi reste confiant. Justement, toujours à Goma, chef-lieu de la Pointe du Nord Kivu, où s'est récemment journée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une interview exclusive au magazine Jeune Afrique. Dans cette interview, le chef de l'État congolais a émis le vœu de candidater ou de mandater pour la seconde fois à la tête de la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Ici, à la rédaction, Maxeline Mazema Koumana Selim Bayabo ont promené leur micro à travers les coins et recoins de la capitale pour interroger l'équipe. Reportage. Répondant à une question de Jeune Afrique sur son avenir politique à l'issue du premier mandat lui accordé par le peuple congolais, Félix Tshisekedi avoue qu'il a les droits constitutionnels de faire 2 mandats et il ne voit pas pourquoi s'arrêter en chemin. Cette approche est partagée par certains Kinois pour qui il suscite de l'espoir avec certaines réalisations déjà concrètes. Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller.
Un mandat, 2, mais pas 3. Les indices promettants, ça se voit déjà à l'œil nu. Le problème des mandats, c'est son droit. Il est le fils congolais, il peut poser sa candidature. On ne peut pas l'empêcher. Je suis d'accord avec le deuxième mandat du chef de l'État. Il faut qu'il puisse améliorer, comment je peux dire, la situation sociale de notre pays. Il faut qu'il puisse améliorer ça. En tant que Congolais 100%, d'accord. Je suis pour le deuxième mandat du chef de l'État parce qu'il est en train de manifester la bonne volonté et surtout il a la vision pour faire avancer la République démocratique du Congo, notre pays. C'est pour cela que, en tant que peuple congolais, à 100%, dans la zone d'Imaki, à la deuxième mandat. Par contre, les autres manifestent une crainte en s'appuyant sur le fait que l'appétit vient en mangeant et si en demandant sa vision pour le Congo ne se réalise, va-t-on rentrer à la case de départ? Celle des négociations interminables, le conseil pastoral est à prendre avec sagesse pour que le Congo démocratique ne sombre plus dans l'abîme. On va clôturer ce long chapitre 61 d'âge des souverainetés internationales et nationales de la République démocratique du Congo, cette fois-ci au niveau de la rédaction qui a choisi les faits marquants des événements sportifs tout au long de l'existence de la République démocratique du Congo. L'histoire politique congolaise avec des guerres, trahisons, assassinats politiques, massacres et coups de théâtre politique est palpitante à tout point de vue. Elle est par conséquent au centre de l'attention en ce 30 juin, jour de célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Congo. Mais le sport, ciment entre les peuples et vecteur de paix, a plus que jamais une grande part dans l'histoire générale de ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Les sportifs ont placé la nation de léopard sur la carte avec à la clé des moments de gloire dans plusieurs disciplines. Sous son premier président, Joseph Kasavubu, le Congo n'avait pas encore de structures sportives capables de briller à la face du monde. Le deuxième dirigeant du pays, le mémorable maréchal Mobutu Sese Seko, finit de placer le pays sous les projecteurs dans les domaines sportifs. C'est de là qu'est née la vocation sportive du pays. Dès son accès au pouvoir en 1965, Joseph Désiré Mobutu prouve son attachement au sport, notamment le football. À partir de 1966, plusieurs fédérations sont créées, dont celle des baskets. Mais le sport roi avait déjà pris son avance sur l'échiquier continental et international. En 1966 et 1967, un club du centre domine l'Afrique, c'est le tout-puissant Mazembe. Le club de la ville de Lumbashi s'offre successivement 2 Ligues des champions de la Confédération africaine de football. Les 2 années suivantes, en 1968 et 1969, le TP Mazembe échoue en finale de la même compétition. 3 ans plus tard, un club de la capitale zaïroise écrira autrement l'histoire du football national. L'ASV Club de Kinshasa devient vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions interclubs de la CAF. L'équipe nationale, les Lions, rebaptisés Léopard, n'est pas un reste. Les Fauves ont marché 2 fois sur l'Afrique, en 1968 et en 1974. Un Léopard marquera à jamais l'histoire de la CAN avec 9 buts en une seule édition. L'exploit de Pierre Ndaye Moulamba n'a jamais été égalé. En 1974, c'est aussi les Zaïre de Mobutu qui devient la première équipe d'Afrique noire à participer à la Coupe du Monde. L'aventure se solde par un échec cuisant. Les années Zaïre ne représentent pas seulement une période sombre. L'année 1974 voit enfin le pays devenir une référence mondiale en abritant le championnat du monde poids lourd en boxe. Un des rendez-vous sportifs les plus en vue des années 1970. Le combat du siècle entre Georges Foreman et Mohamed Ali se tient à Kinshasa. Le choc est organisé au stade du 20 mai, actuel Tata Raphaël. On n'aurait pas pu trouver mieux pour vendre l'image tant politique et sportive du Zaïre. Pour couronner le tout, les Léopards Vection Basketball finissent 4e à l'Afro-Basket organisé en Égypte. Un bond qui permet de préparer les années 80 et 90. Vers les années 80, le foot et la boxe passent les relais au basket. Chez les dames, d'abord avec une 2e place en 1981. Ensuite, le titre s'enchaîne. Les Léopards dames font parler d'elles comme jamais auparavant. 3 trophées des champions d'Afrique en 1983, 86 et 94. Un parcours élogieux couronné aussi de 3 médailles d'argent en 1980 et 1990. Le football s'amoindrit avec des finales perdues par Vita Club, Bilima et Sodikaf. Il prend une bouffée en 1994 avec les sacs de Dinklo Motema Pembe en coupe des vainqueurs des coupes. C'est l'unique trophée africain des Immaculés et le dernier du maréchal Mobutu, fin d'une ère.
Laurent Désiré Kabila vient mettre fin au règne de 32 ans du maréchal Mobutu. Affaibli par la maladie et contraint de s'exiler au Maroc. Kabila s'offre sa première médaille d'argent après la défaite en finale de la faux basket de Léopard Dame du Zaïre, devenu Simba de la RDC en Afrique du Sud en 1997. Une année après, le Simba dégringole à la 3e place avec la médaille de bronze. Mais en football, les rois de l'Afrique centrale occupent la 3e marche du podium lors de la CAN organisée au Burkina Faso. Ils ont battu les pays organisateurs dans un match fou et mémorable. Cette 3e place sera encore celle de la RDC en 2000 avec le Léopard Version Basket Dame. Une médaille de bronze accompagnée d'une qualification aux Jeux Olympiques de Sydney en Australie. C'est la dernière célébration de Laurent Désiré Kabila. Assassiné le 16 janvier 2001, il sera remplacé par son fils Joseph Kabila. 2001 marque l'arrivée du président au dossard numéro 4, Joseph Kabila. Ses 18 années au pouvoir s'est remarqué par une décennie riche en résultats, toutes disciplines confondues. Cependant, le football garde la part du lion. Le football féminin déjoue en premier le pronostic en signant 2 qualifications à la Coupe du Monde, 2006 et 2008. Les footballeuses donnent ainsi les go à un rythme sans pareil. D'abord avec les championnats d'Afrique des Nations en 2009, les doublés de Mazembe à Ligue des Champions de la CAF 2009 et 2010 et la finale de la Coupe du Monde de club perdue par les Corbeaux de Mbaché en 2010. En 2014, c'est l'AS Vita Club de Kinshasa qui, après 1981, refait surface en finale de la Ligue des Champions, en dépit de sa défaite face à l'Entente Sétif d'Algérie. C'est toujours sous la conduite de Flora Ibenge qu'en 2015, le Léopard Football Monsieur renoue avec les podiums de la scène continentale. Meilleur entraîneur africain en 2014, selon des bestes, Flora Ibenge mène la RDC sa 2e consécration au CHAN 2016. Cette année-là, le TP Mazembe se lance pour une 3e fois dans la série de doublés sous la scène africaine, mais cette fois en Coupe de la Confédération 2016 et 2017. En plus, les hommes de Moïse Katumbi avaient gagné la Ligue des Champions en 2015. Pour une première, la RDC inscrit son nom en grand caractère aux Jeux africains de Brazzaville 2015, avec plusieurs médailles remportées dont le 2 premiers en or, l'œuvre de Denis Indondo en lawn tennis. L'athlétisme vient d'inscrire son nom dans cette riche palmarès. En 2017, Makorobondo Salukombo offre à son pays sa première médaille d'or aux Jeux de la francophonie. Pendant cette période, la boxe, le judo, le karaté, la lutte et le tennis de table font briller les Congos aux différents rendez-vous, tant sur les plans continental qu'à l'international, avec en première ligne les taekwondo. L'ère Félix Antoine Sekedi Chilombo aura été marqué jusque-là par la qualification de la RDC à la CAN égyptienne 2019, la médaille d'or de la judokate Marie Brasner, la médaille d'or de basket au Mali, la participation au CHAN au Cameroun et surtout la tenue prochaine de Jeux de la francophonie à Kinshasa en 2022. Voilà, fin de cette grande édition dominicale de ce dimanche 4 juillet 2021 depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons, mais bien avant, prenons le rappel des titres. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre de la RDC, a reçu le samedi 3 juillet 2021 dans son cabinet de travail Madame Annie Chebeya, veuve du feu Floribert Chebeya. Au menu de leur entretien, la possibilité de la reprise de la réouverture des procès pour les 2 familles Chebeya et Bassama. Voilà, fin de cette grande édition dominicale. Merci exceptionnel à Ndaï Lambouch qui était le patron et à l'ensemble de l'équipe technique. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous demain 7h30 fidèlement au poste pour vous donner la matière informative. Au revoir.